Ce soir, l'extrême droite et la droite, à sa remorque, remportent un succès éclatant. Le nier, ce serait s'égarer. Mais c'est davantage qu'un résultat électoral. Leur victoire montre que notre culture de la fraternité humaine, notre idéal de liberté personnelle, notre aspiration à l'égalité sociale et au partage des richesses, notre conscience de l'intérêt général humain face à la catastrophe écologique qui s'avance, tout cela n'est plus dans la culture commune de notre patrie. Hélas, il en est de même ailleurs. Une mauvaise saison de l'histoire recommence en Europe. Après le Danemark, la Norvège, la Hongrie et combien d'autres pays, la face obscure du vieux continent gagne du terrain partout, comme chez nous. La cruelle politique imposée par l'Union européenne en est la cause commune. En France, le quinquennat de François Hollande et la primature de Manuel Valls seront celles d'une soumission sans condition à ces diktats européens. C'est la principale cause du résultat de ce soir. Tant de souffrances sociales, tant de médiocrité politicienne, tant de mépris du peuple ont épuisé toutes les patiences. Notre pays est menacé de dislocation. Mais il ne suffit pas de critiquer. Il faut ouvrir un nouveau chemin. Il faut refonder notre République. Ne vous laissez pas embrigader par leur soi-disant tripartisme qui méprise nos 11% et ignore les 50% d'abstention. Je lance un appel. Vous autres, ne vous résignez pas. Ne laissez pas Hollande et Valls réduire la belle idée progressiste de gauche à néant. En décembre prochain, nous serons appelés une nouvelle fois aux urnes. Offrons à notre peuple une nouvelle alliance populaire, crédible, indépendante de ce gouvernement avec qui rien n'est possible. Une alliance visible, c'est-à-dire ayant le même sigle dans tout le pays pour que chacun puisse enfin l'identifier. Une alliance clairement ancrée dans l'intérêt général humain, avec les partis, les personnalités de l'opposition de gauche, sans a priori, mais surtout avec des assemblées citoyennes ouvertes à tous. C'est notre responsabilité historique avant qu'il soit trop tard. Cette semaine, je vais proposer aux partis concernés de se rencontrer pour cela. Mes chers concitoyens, le résultat des urnes doit être respecté, car telle est la morale républicaine. Mais si vous ne vous sentez représentés ni par les vainqueurs de ce soir, ni ceux au gouvernement qui leur ont permis cette victoire si facile, alors agissez. Imposez le rassemblement citoyen auquel j'appelle. Ne désertez pas le devoir de résistance qui s'impose à vous. Ne renoncez pas à l'amour de notre pays et à nos valeurs. Résistez, ne lâchez rien. Vive la République, vive la France. « 7h50, Jean-Michel Apathy, vous recevez Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Monsieur Apathy. Les élections départementales sont passées et déjà des nouveaux projets s'échafaudent. Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, sera tout à l'heure à 8h20 face à Yves Calvi pour évoquer ce qu'évoquait justement François Langlais, les travaux de Jean Tirole, prix Nobel d'économie, assouplir le contrat du travail, faire figurer dans le contrat du travail ce que l'on appelle des éléments objectifs, une baisse du chiffre d'affaires ou une perte de marché pourrait faciliter la rupture du contrat de travail. Est-ce que ce sont des réformes qu'il faut faire pour régler ce problème douloureux en France qu'est le chômage? Oui, je pense que c'est prendre les problèmes par le mauvais côté que de penser qu'en assouplissant, comme ils disent, parce qu'en réalité ça veut dire en durcissant la vie des gens, on va régler quelque chose. C'est pas par là que le problème se pose. Le problème se pose par les carnets de commandes. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les carnets de commandes des entreprises ou est-ce qu'il n'y a rien? Et pour que les carnets de commandes se remplissent, il faut qu'il y ait dans l'économie un mouvement de production. Alors la production
production pour la production n'est pas l'objectif. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai proposé une autre méthode. C'est-à-dire, on planifie l'entrée de la France dans un nouveau système économique, celui de l'économie de la mer, où on installe, on va exploiter, on va mettre en place toute une série d'installations qui ont à voir avec la mer et l'exploitation de ce qu'elle contient, les mouvements de l'eau et ainsi de suite. Et à partir de là, on relance la mécanique, on crée de l'emploi, on crée de l'activité et de l'innovation technique. Les pays qui ont fait des réformes du marché du travail ont obtenu des résultats sur le front du chômage. Peut-être qu'il y a d'autres problèmes qui sont créés par ailleurs, mais oui, mais monsieur, par exemple, l'Allemagne a un marché du travail qui n'est pas du tout le même que le nôtre. Alors d'abord, vous avez tout à fait raison, c'est un marché sénescent. C'est-à-dire que le nombre de gens qui arrivent sur le marché du travail diminue chaque année, car la population allemande baisse, elle vieillit plus vite que tout le reste de l'Europe. C'est en Allemagne qu'il y a le plus de personnes de plus de 65 ans, et ils compensent par de l'immigration. Mais surtout, ils ont instauré un droit du travail que je n'ai pas envie de voir appliqué en France. Il y a tout de même 12 millions de pauvres dans le pays le plus riche d'Europe. On a contraint les gens sous prétexte je vais vous donner un exemple, de flexibilité. On leur dit, ben voilà, vous ne toucherez plus vos indemnités de chômage si vous n'acceptez pas un emploi qui vous est proposé, quand bien même vous serait-il proposé à 1 euro de l'heure. Donc les gens gardent leur indemnité plus 1 euro de l'heure. Et c'est comme ça qu'ont été créés des milliers d'emplois et qu'on a une statistique du chômage qui est évidemment très flatteuse à regarder, mais qui veut dire une situation de misère sociale terrifiante. On ne touche pas au code du travail en France. Mais ça n'est pas... On a déjà tant de... Bien sûr que non, qu'il ne faut pas y toucher, mais on a tellement exagéré. Je me souviens, voyez-vous, j'ai l'âge de me souvenir de ça. On nous a dit qu'en supprimant l'autorisation administrative de licenciement, on allait flexibiliser, etc., et créer 400 000 emplois. On ne les a jamais vus. Ce n'est pas par ce bout-là qu'il faut prendre le problème. Le bout, il faut le prendre par l'activité économique. Quand on relance l'activité économique, les carnets de commandes se remplissent et le chômage baisse. Il n'y a pas besoin d'être un aigle ni d'avoir un prix Nobel d'économie pour comprendre ça. Et cela a déjà été fait. Je vous le rappelle, dans les années 2000, Lionel Jospin avait laissé tous les comptes sociaux en vert. Pourquoi ? Parce que 2 millions d'emplois avaient été créés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pas besoin d'être un aigle pour comprendre cela, mais il faut constater que le résultat des élections départementales montre que vous n'êtes pas compris, Jean-Luc Mélenchon. Si le Parti Socialiste et le gouvernement sont impopulaires, ce n'est pas vous qui en profitez dans les urnes, mais plutôt le Front National. Vous expliquez ça comment ? C'est tout à fait vrai. Mais il aurait déstabilisant pour vous. Il aurait fallu, vous savez, avant que moi, ma démarche, c'est une démarche de conviction et d'un démocrate. On rencontre l'opinion, les électeurs, ils en veulent pas, c'est eux qui décident. Mais il aurait fallu un véritable miracle pour que les gens arrivent à nous détecter, car une fois de plus, le système d'alliance qui était le nôtre était inouï. Vous aviez dans la même ville, par exemple, vous pouviez avoir 3 cas différents. Une fois, c'était le Front de gauche, le canton d'à côté, c'était le Front de gauche plus Europe Écologie Les Verts, et dans le troisième, c'était encore autre chose. Donc, nous étions illisibles. Et malgré cela, monsieur Apathy, la chose incroyable, c'est que malgré cela, nous sommes arrivés à plus de 9% des... Dans les cantons où vous étiez présent. Non, ça c'est 11% dans les cantons où on était présents. Mais 9. Alors, je ne cherche pas à baisser le fait que nous ne sommes pas au niveau où nous devrions être. Mais pour ça, il faut se rendre détectable. C'est pourquoi j'ai dit que maintenant, moi je mets une condition à continuer ce combat. C'est d'être lisible. Moi, j'en ai assez d'écoper les lendemains d'élections. On me pose la question que vous venez de me poser, et moi, j'ai apporté sur mon dos l'inconséquence et l'incohérence de stratégies confuses. Donc, ça, moi, j'ai dit clairement les choses. À vos partenaires, le Parti communiste, non, le Parti communiste a été parfaitement clair. Vos partenaires, en tout cas. En tout cas, moi, je propose une nouvelle alliance. Je propose de la faire avec Europe Écologie Les Verts, avec Nouvelle Donne, avec les socialistes affligés. Il y a de quoi faire quelque chose d'extrêmement large qui soit une possibilité pour le peuple français. Je refuse d'être embauché dans le fameux tripartisme où on a fait cadeau au Parti socialiste de l'existence de notre pôle politique. On a dit, bah voilà, tout ça c'est pareil. Comment c'est pareil ? L'opposition de gauche est là et le gouvernement de gauche c'est pareil, bien sûr que non. Donc je veux ouvrir un nouveau chemin, mais j'y mets une condition, il faut que tout le monde assume. Et si la condition n'est pas remplie ? Eh ben écoutez, peut-être que j'irai faire du jardinage parce que ça commence à être un peu épuisant. Vous y pensez ? Non, je pense au combat. Ma vie est animée et éclairée par le combat, et si jamais je reculais d'1 mètre, des milliers de braves gens qui, eux, s'épuisent la vie, m'en voudraient à mort. Mais enfin, quand on pose une condition, si elle n'est pas remplie, il faut en tirer des conséquences. 17e Conseil des ministres franco-allemands conjoint
aujourd'hui à Berlin, vous dites Jean-Luc Mélenchon, stop à l'Allemagne. Ça veut dire quoi, stop à l'Allemagne? L'Allemagne, mais je dis l'Allemagne, nous allons faire ça pour une expression concentrée. Hein, c'est le gouvernement allemand, la droite conservatrice allemande, et plus exactement les retraités par capitalisation allemands, nous imposent à toute l'Europe une politique qui va faire mourir d'abord le projet européen, il est à l'agonie, hein, mais qui va auparavant provoquer des violences inouïes sur tout le continent. L'Allemagne exige que tout le monde pratique une doctrine politique, la sienne, l'ordolibéralisme, c'est-à-dire des politiques où on cherche à mettre les comptes publics en équilibre sans se préoccuper d'aucune manière du type de développement que l'on propose à nos sociétés. Et l'Allemagne est entrée dans une espèce maintenant d'attitude extrêmement arrogante, impérieuse. Vous avez vu comment a été traitée la Grèce, c'est absolument inouï qu'on traite à une puissance souveraine de cette manière-là. Et Madame Merkel, en quelque sorte, est en train de construire une Europe allemande, comme l'ont dit plusieurs de vos... Sortons de l'euro. Mais faites ce que vous voulez, monsieur. Mais pourquoi ne pas dire il faut sortir de l'euro? Parce que nous sommes une grande puissance, la France. Mais et l'euro nous appartient autant... Si on ne supporte plus l'arrogance des Allemands, pourquoi continuer à associer notre destin aux Allemands? Eh bien, avant de faire ça, monsieur Apathy, il existe toujours la possibilité de dialoguer, de se concilier, de tenir tête. Quand on les traite d'arrogants, c'est pas facile de dialoguer. Ça veut dire qu'il n'y a plus de dialogue possible. Vous avez raison, mieux vaut pratiquer la logique du caniche et gémir. Enfin, vous n'êtes pas sérieux. Il s'agit de relations entre des puissances. La France est une puissance. Si nous laissons les dirigeants allemands considérer qu'eux et eux seuls ont raison, alors pourquoi voudriez-vous qu'ils se comportent autrement? Ils se comportent conformément à ce qu'ils ont l'impression qui est bon pour tout le monde, puisque d'ailleurs tout le monde est d'accord avec eux. Moi, je ne suis pas d'accord. Et si je dirigeais ce pays, je le leur dirais, en leur disant nous sommes la deuxième puissance économique du continent, la troisième, qui c'est l'Italie, la quatrième, qui c'est l'Espagne, c'est-à-dire ce fameux Club Med que les Allemands méprisent. Et monsieur Apathy, vous avez l'air de trouver mon propos excessif quand je dis qu'ils sont arrogants, c'est parce que vous êtes mal renseigné sur la manière avec laquelle eux parlent de nous. Quand vous voyez, par exemple, le président des patrons exportateurs parler de nous comme des pays d'eau chaude, ou quand vous voyez le président du groupe parlementaire en Allemagne, de Madame Merkel, dire toute l'Europe parle dorénavant allemand, figurez-vous qu'ils n'ont pas les délicatesses que vous me recommandez d'avoir. Jean-Luc Mélenchon, qui n'ira pas passer ses vacances en Allemagne, était l'invité d'RTL ce matin. Non, monsieur Sarkozy disait d'ailleurs que personne ne voulait y aller. Il a tort, c'est très intéressant l'Allemagne. Bonne journée. Je refuse d'être embauché dans le tripartisme, vient de nous dire Jean-Luc Mélenchon, et on est en train de construire une Europe allemande. La nuit a été courte, mais il est heureux. Pascal Coste, 48 ans, est le futur président de la Corrèze. Cet élu de terrain revendique sa filiation avec Jacques Chirac, figure de la droite locale. J'ai fait toutes mes armes, à la fois de syndicaliste agricole, mais ensuite, après, politique avec Jacques Chirac. J'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup avec lui. C'est vrai que c'est un père en politique pour moi, mais aussi pour beaucoup de cette nouvelle génération. Et donc, nous avons gardé l'état d'esprit, c'est-à-dire la proximité, ces valeurs humaines. L'ombre de Jacques Chirac et la victoire hier de Bernadette à Brive, même si ici en Corrèze, la page semble tourner. Chirac, c'est du passé, hein. C'est plus l'avenir du département de la Corrèze. Enfin, il reste encore un petit peu dans les mémoires, en tout cas de certains. La gauche corrézienne paye surtout ses divisions et les difficultés économiques actuelles au niveau national. Une défaite personnelle pour François Hollande qui ne surprend pas les Corréziens. Ça ne me surprend pas du tout. Les gens en ont ras-le-bol des fausses promesses sûrement. Monsieur François Hollande, il ne peut pas faire en 3 ans ce que les autres n'ont pas fait en 10 ans. Je suis un peu déçu pour la Corrèze, mais qu'est-ce que vous voulez? Dans 6 ans, ils gagneront. Ils ont tout fait pour que ça arrive. Ils étaient trop divisés. Jeudi matin, le conseil départemental passera officiellement à droite, 7 ans après la victoire de François Hollande, qui avait lancé sa conquête de l'Élysée. Le cap, il a été fixé. Et il sera tenu. Ensuite, il y a des expressions qui sont entendues à travers tous les scrutins, chaque fois qu'ils se tiennent, même si ce sont des scrutins locaux. Et le gouvernement, Emmanuel Valls, a déjà donné un certain nombre d'éléments, y apportera les réponses espérées. Mais en même temps, dans la cohérence par rapport à ce que nous avons engagé et qui commence à porter ses fruits. Thérapie de groupe ce matin devant les députés socialistes. Manuel Valls venu écouter, tenter de rassurer une majorité sonnée par la déroute électorale.
un Premier ministre sur la défensive. Il y a beaucoup d'interpellations, c'est allé aujourd'hui au-delà des frondeurs. Il y a des députés qui ne sont pas spécialement des frondeurs qui ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur. Un peu plus tard, c'est dans l'hémicycle et en public que Manuel Valls doit faire face aux critiques. L'opposition demande des comptes à un Premier ministre qui s'est largement investi dans la campagne. C'est votre échec, c'est vous qui avez hystérisé la campagne. Je ne sais pas quel est votre programme, Monsieur Jacob, sinon pour courir derrière l'extrême droite à travers le débat nauséabond sur les cantines scolaires. À 5 reprises, Manuel Valls répond en personne, assumant également son action après un an passé à Matignon. Où sont vos résultats, Monsieur le Premier ministre? Arrêtez d'attendre la croissance comme d'autres attendaient Godot. Quand on commence à obtenir un certain nombre de résultats sur la croissance, sur la compétitivité de nos entreprises, il faut aller plus loin. Maintenir le cap économique, poursuivre tout en tentant de rassembler la gauche, c'est l'équation difficile d'un Premier ministre plus que jamais en manque de résultats économiques. La balle est dans le camp du président de la République, du Premier ministre. Quelles leçons ils veulent tirer au fond de ces élections? On voit les premières déclarations ne sont pas encourageantes. Il y a la volonté de maintenir un cap coûte que coûte. Dans le fond, il y a une certaine forme de déni démocratique. On a nationalisé ce scrutin. Les Français ont infligé malheureusement une défaite à des candidats socialistes locaux qui n'y étaient pas pour grand-chose, mais parce qu'ils représentaient le pouvoir national. Et au lendemain, on dit on ne va pas changer grand-chose, on va essayer de faire rentrer quelques personnalités écologistes. Mais ce n'est pas, à mon avis, comme ça qu'on peut envisager un rétablissement de la gauche dans ce quinquennat. Merci. Comme chaque année dans cette association, la fin de la trêve hivernale est synonyme d'afflux de familles en demande d'aide. Le nombre de décisions de justice qui prononcent une expulsion locative augmente. Il y a eu 13% d'augmentation entre 2011 et 2013. Elle est liée au décalage qui est de plus en plus grand entre le prix du logement et les ressources des ménages. C'est le cas de Solveig, mère célibataire de 5 enfants. Elle s'est retrouvée au chômage et puis tout a été très vite. Mon revenu est passé à 15,90 € par jour avec un loyer de 885 € par mois. Donc la dette s'est accumulée. J'ai retrouvé un travail entre deux qui a duré 6 mois, où là j'ai pu repayer mon loyer, un plan d'épurement à côté. Je me suis retrouvée sans emploi une nouvelle fois et là, catastrophe. La menace d'expulsion, ça revient pour elle à vivre avec la peur permanente de l'arrivée des huissiers et avec celle de se retrouver à la rue. Pour l'aider dans ses démarches, elle a poussé la porte de cette association. Car même si le droit au logement est inscrit dans la loi, dans la réalité, c'est beaucoup moins évident. Le problème, il est assez simple. Il manque de logements abordables. Il manque de logements abordables partout en France. Il manque de logements auxquels les couches les plus précarisées puissent accéder. En 2013, plus de 120 000 jugements d'expulsion ont été rendus. Désaccord politique assez important, en effet, avec la politique qui conduit et avec l'analyse de la société. C'est-à-dire que moi, je crois que le problème de notre pays, c'est l'aggravation des inégalités territoriales et sociales et la crise écologique. Et que c'est à ça qu'il faut répondre. Et la réponse et les questions de Manuel Valls, c'est autour des questions d'autorité, de manière d'imposer la politique, qui sont des choses qui me semblent être pas adaptées au problème. Donc on a un désaccord politique, oui. Un désaccord profond, même. Profond. Oui. Vous le dites quoi? Manuel Valls, il est entêté, il est quoi? Il est autoritaire, Là... Vous dites, c'est quand même... Vous l'accablez quand même. Non. Pourquoi est-ce que vous l'accablez avec une telle constance? D'abord, je ne suis pas d'accord. J'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord. Oui, et vous avez le droit de ensuite, le dire, oui, ça c'est sûr. Il a été nommé Premier ministre il y a un an. Après un échec électoral, celui des municipales, une vraie défaite qu'il fallait reconnaître. En disant, vous voyez bien que la manière de faire de Jean-Marc Ayrault, etc., ne va pas. Moi, Premier ministre, tout va changer. Et on vient de vivre une claque électorale pour la gauche très forte. Et la réponse, c'est de dire, on ne change rien.
Donc, à la fois, quand une politique n'apporte pas de solution et est désavouée par les électeurs qui sont ceux qui ont voté pour nous en 2012, et d'une certaine manière, je les comprends, puisque cette déception, elle est aussi le résultat du fait qu'on ne mène pas la politique qui était celle qui était prévue. Eh bien, on est obligé d'en tirer les leçons et ne pas le faire, c'est quand même pas normal. Face à cette réalité, soyons lucides. Nul ne peut demeurer inerte et en premier lieu l'exécutif. Dans un monde qui bouge si vite, qui bouge au risque du pire, on ne peut pas ne rien changer. Monsieur le Premier ministre, la gauche est à la merci de ses démons. L'enfermement dans un entre-soi d'une part, la paralysie et la surdité aux incompréhensions de nos électeurs d'autre part. Vous avez proposé, Monsieur le Premier ministre, un nouveau pacte majoritaire. Sur ces bancs, chacun sait que l'unité n'est pas la garantie de la réussite. Mais chacun sait aussi que la désunion porte la certitude de l'échec. C'est pourquoi nous sommes en attente d'une expression claire de votre part. Alors ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Quelle place entendez-vous donner concrètement à l'écologie dans la feuille de route gouvernementale et dans les choix économiques? Comment reconstruire les conditions d'une confiance qui s'est amoindrie entre nous, certes, mais d'abord et avant tout avec celles et ceux dont nous portons ici la voix et les exigences sociales et écologiques. Je vous remercie. Merci. Franchement, rien ne justifie cela. On va essayer. Certes, il y a eu des élections départementales, mais on peut au moins écouter les questions et les réponses. Ce qui est insupportable, c'est que, vous voyez la méthode, il commence par lâcher une boule puante, et puis après, il vous pose une question. Bon, alors, mais oui, mais c'est ça le truc. Et alors, moi, je dois me défendre sur deux fronts, c'est-à-dire relever ces calomnies. On croirait, si on l'écoute, on croirait que je m'accoule douce, vous voyez. Je passe mon temps chez moi, regarder la télé, Caron le soir, etc. Monsieur, je suis élu de 18 départements et 3 régions, et je passe ma vie à tourner. Je dis pas que vous travaillez pas. Je suis le seul parlementaire qui ait parlé pendant toute la campagne présidentielle de ce qui se passait à l'Europe, pendant que tous les autres n'en disaient pas un mot, y compris alors qu'on se préparait à voter le mécanisme financier européen, dont aucun d'entre vous ne sait rien du tout parce que personne n'y a rien compris. Et pendant ce temps-là, les très intelligents dans votre genre avaient soulevé le grand débat sur la viande halal. Les attaques personnelles. Oui, bien sûr, absolument. C'est fini. Oui, et vous, c'était quoi? C'est pas une attaque personnelle de dire à un parlementaire qui s'use la vie dans le combat, qui ne fait rien, c'est pas une attaque personnelle, ça, mon petit bonhomme? Bah si. Alors maintenant, je viens à pourquoi. Je vais vous apprendre une chose. J'ai été sénateur et je suis contre le Sénat. Je suis un élu de la 5e République et je suis partisan d'une 6e République. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tous les points de vue des Français ont le droit d'être représentés. Eh bien, moi, je représente le point de vue de ceux qui pensent que le Parlement européen n'a pas les pouvoirs que l'on prétend qu'il a et qu'on veut faire croire au peuple. Que 70%, écoutez-moi, que ça sert à combattre de l'intérieur. Je l'ai la réponse. Il vient de dire qu'on ne peut pas changer de l'intérieur. C'est ça que j'essaye de comprendre. Non, vous n'essayez pas de comprendre. Vous êtes obtus et fermé. Écoutez-moi. Et vous êtes dans l'insulte. Oui, bien sûr. Ben oui. Vous êtes que dans la faveur et le comportement amical. Non, c'est pas une question. Allez, c'est fini. Si vous n'arrivez pas à comprendre qu'un opposant puisse être élu pour s'opposer, c'est que réellement il vous manque une case dans la compréhension de ce qu'est la démocratie. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit, monsieur Mélenchon. Bon, c'est fini. Allez, on passe aux choses sérieuses. Vous allez voir, vous allez garder, finalement, c'est de moi dont vous allez garder un bon souvenir, monsieur Mélenchon. Mais moi, j'ai un très bon souvenir, monsieur. Il me facilite les choses. Hein. Puisque ma question, c'est... Regardez, j'ai pas besoin d'amis. Hein. La question idéale qu'un journaliste doit et peut poser à un homme politique avec qui il va rester en bons termes. Quelles sont vos grandes idées, monsieur Mélenchon? Enfin, voilà. Et la mère dans tout ça? Non, j'essaye. À chaque moment de la vie, il faut faire passer des idées. Ça peut pas être que la chicaya à la noix, là, comme celle qu'on vient de vivre. On est enfoncé jusqu'au cou dans une difficulté aimante. Nous avons un président qui a décidé, qui a prononcé une phrase à laquelle personne n'a rien compris, qui mériterait d'être expliquée. C'est l'offre qui crée la demande. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas qu'on produise en n'importe quoi, n'importe comment,
du moment que c'est pas cher et qu'on en vend plein aux autres, que ce soit ça la solution. Il faut partir de la demande. Et la demande, c'est vous créez à un endroit de l'activité et ça entraîne tout le reste de l'économie. Donc moi, l'idée que je défends, c'est que la mer représente l'horizon prochain de l'humanité. Nous sommes 7 milliards, nous allons être bientôt 9. L'expansion de l'humanité s'est faite sur la Terre, maintenant l'entrée en mer est commencée. Au début, je disais va commencer. Non, elle a lieu. Déjà, on est en mer pour ramasser le pétrole dans des conditions dégueulasses. Déjà, on est en mer pour y jeter nos déchets. C'est 70% de la surface du globe. Vous vous rendez compte? On a été moins souvent au fond de la mer que sur la Lune. C'est un territoire immense, plein de choses. Et nous, les Français, nous avons le 2e territoire maritime du monde. Ça nous crée des responsabilités. Et c'est une source d'activité immense. Nous pouvons y faire de l'algoculture. J'ai pas mis mon petit jouet avec moi, mais vous verriez, avec des algues, on fait du plastique, donc on peut sortir de l'énergie carbonée. Nous avons là une batterie, c'est-à-dire qu'on peut y couler des hydroliennes, des éoliennes, mais des hydroliennes. Et enfin avoir l'énergie dont on a besoin, qui nous permet de nous passer du nucléaire et du pétrole. Ensuite, nous pouvons construire, déconstruire des bateaux pour s'éviter le ridicule que nous avons eu lorsque le Clémenceau a erré sur les mers. Voilà ce que je veux dire. Essayez de communiquer en enthousiasme. Ne pas être tout le temps à regarder le pointe de ses chaussures et se dire on va le faire, on peut le faire, on est assez nombreux, la France est forte de ce territoire, mais surtout de l'intelligence des gens qui sont déjà disposés à faire des choses. Voilà ce que je plaide. Je vous dis qu'au lieu d'écouter l'autre avec ses salades, qui fait des cadeaux au patronat pour rien, si ça servait à quelque chose encore, mieux vaudrait mettre les mêmes sommes dans l'investissement qui nous permettrait de faire redécoller toute l'économie du pays. Donc moi, je suis sûr de mon affaire. Si nous faisons ça, si nous partons de la demande, alors nous aurons autre chose devant nous que le chômage à perpétuité et payer la dette. Pour ceux qui n'ont rien compris à la politique de l'offre, je vous l'explique. Le président a dit, c'est l'offre et pas la demande. Alors je vous raconte une histoire, d'accord? Très bien, et on arrêtera avec ça. Non, on va voir. Ah bah, si, il est quand même minuit 42 et il y a d'autres invités derrière vous. Tant pis, alors je laisse tomber. Non, cette histoire, allez-y, on termine avec l'histoire. Bon, alors j'y vais. Voilà. La politique de l'offre. Vous avez compris ce qu'est la politique de la demande. On part de ce dont on a besoin. La politique de l'offre, c'est on va produire quelque chose, n'importe quoi. Etc. Alors pour que tout le monde comprenne, voilà. C'est un Esquimau qui est avec sa dame dans le igloo. Et il fait un peu froid, quoi. J'aimerais un petit chauffage, mais pas trop, quoi. Tu vois, pas que ça fasse tout fondre et tout. Et ils étaient en train de se dire ça tous les deux. Là-dessus, toc, 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 ça tape à la porte. Ouvre la porte. Un type est là, il dit, je suis un représentant de commerce. Au pôle Nord, c'est rare. Il dit, c'est bien, on est content de vous voir. Eh bien, écoutez, justement, vous ne serez pas venu pour rien. On aimerait bien si vous pouviez nous vendre un petit chauffage, mais pas trop fort, parce que sinon le igloo va s'écrouler. Ah, dit le gars, non, pas du tout. Moi, je ne vends pas ça du tout. Ah bon, dommage. Et qu'est-ce que vous vendez? Eh bien, moi, je viens vous offrir un frigo. Alors le gars, il dit, mais un frigo au pôle Nord, vous foutez de moi, non? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais quel genre de commerce vous faites? Vous n'avez pas entendu M. Hollande? Il a dit, c'est l'offre qui crée la demande. Je vous propose un frigo, donc vous en avez besoin. Vous avez un résumé de l'absurdité de ce système. C'est absurde. Ça ne tient pas debout. Eh bien, c'est pareil. Vous êtes en train de le surnommer le pingouin comme Carla Bruni, là, le président. Le pingouin, pourquoi pas. Oui, un peu de ça. C'était l'emblème de mon ami, feu le président de l'Argentine, Nestor Kirchner. Je lui ai demandé pourquoi il avait un pingouin. Il dit, ben, c'est bien simple, je suis gouverneur d'un pays où il n'y a rien sinon des pingouins. Apparemment, ça lui a réussi. On a bien compris, en tout cas, que effectivement le tournant politique du gouvernement actuel ne vous plaisait pas. Qu'est-ce que vous fait réagir? C'est la dernière question avant qu'on passe au dessin. Qu'est-ce que vous pensez de cette une-là? On vient de m'apporter le JDD, le journal du dimanche, qui sera en kiosque demain. Manuel Valls, j'en appelle à un réveil de la gauche. Ben voilà. Ah bah oui, ça, c'est clair que ça va mal tourner pour lui si la gauche se réveille. C'est vous qui l'appelle là alors, non? Merci. C'est tout à fait eux, ça. C'est-à-dire? Eh ben, c'est des paroles. La gauche n'est pas au pouvoir. C'est pas une politique de gauche qu'ils font. C'est une politique économique de droite. Ça me coûte de vous le dire, mais c'est la vérité. Faire un cadeau de 35 milliards au grand patronat pendant que tout le pays claque du bec, non, c'est pas une politique de gauche. On rejoint votre dessin, en tout cas celui que vous avez choisi, publié dans l'Humanité, un dessin signé Bézot, où on voit des manifs, on imagine ceux de dimanche dernier, peut-être ceux de demain, mort aux socialos, aux bolchos, la gauche m'a tué. Et il y a quelqu'un qui dit, mais t'étais au courant, toi, que la gauche était au pouvoir? Vous venez exactement de traduire ce dessin.
Philippe Besson a choisi un dessin de Panchaud dans le Canard enchaîné. On voit Jean-François Copé. Chômage, pas d'inversion, c'est la nouvelle qu'on a apprise cette semaine. Et Jean-François Copé réagit, fait ouf, on a frôlé la catastrophe. Eh oui, mais non mais c'est-à-dire que c'est un grand classique. L'opposition se réjouit toujours des déboires de la majorité et inversement. Mais en même temps, on pouvait se dire qu'on aurait pu être heureux que la courbe du chômage s'inverse. On aurait pu se réjouir que cet objectif soit peut-être atteint. Or, il y avait une espèce d'explosion de joie à se dire qu'il n'y est pas arrivé. Même sur les chaînes info, on voyait tout le monde qui disait « Voyez, c'est raté, tant mieux ». Cette espèce de déclinisme et de pessimisme que vous évoquiez d'ailleurs ambiant, et cette façon de tout voir en noir m'exaspère un tout petit peu. Choix de la semaine reviennent aussi à l'affaire dont on parlait. Pas de retour en France pour Leonarda, encore une femme que François abandonne. C'est dans Marianne, signé La Serpe. Jean-Marc Ayrault qui dit au président « Ça ne va pas faire baisser le chômage de virer Valérie ». Il dit « Mais je ne l'ai pas viré, je l'ai délocalisé en Inde ». C'est signé Rançon. Et justement, on se retrouve en Inde grâce à Jules, un dessin publié dans l'UMA. Valérie Trierweiler est rentrée d'Inde et il y a un Indien qui dit on lui a appris à avaler des couleuvres. Bah écoutez, voilà, on a fait le tour. On va vous remercier, monsieur Mélenchon. Une fois de plus, vous avez été parfait, vous êtes viré. Ou délocalisé sur un autre plateau. Julien Courbet. Sur le site, ici à Orme, comme sur les 48 autres sur le territoire, l'occupation ne faiblit pas. C'est, avec la marchandise et les véhicules, la seule monnaie d'échange pour peser dans la négociation. Parce que le sort de Maury Global, pour Frédéric, dans l'entreprise depuis 19 ans, est déjà scellé. La liquidation va être prononcée, ça on en est certain, et que maintenant on obtienne un PSE correct avec une indemnité de départ suffisante pour pouvoir voir venir un petit peu, parce que c'est vrai que la situation ne va pas être très facile pour retrouver du travail dans les mois à venir. La pilule est difficile à avaler, d'autant que les efforts consentis ont été nombreux. De l'amertume, du dégoût un peu, parce que bon, on a fait tout le travail nécessaire pour pouvoir redresser aussi l'entreprise. De notre côté, on travaillait tout le temps, on n'a pas demandé d'augmentation de salaire depuis des années. Obtenir donc un plan de sauvegarde de l'emploi, similaire à celui obtenu l'an dernier par leurs 2800 collègues licenciés de Maury Ducrot. Ils exigent également la vente des 60 millions d'actifs de la société pour leur plan social. Ils sont aujourd'hui 2150 employés sur la sellette. D'avoir une reconnaissance et d'avoir un suivi. Le monde du travail, l'emploi, le pôle emploi nous fait peur. La désolation, je dirais. À mon âge, ça va être compliqué de trouver du travail. Les syndicats en veulent également à l'État qui avait accordé en février 2014 un prêt de 17,5 millions d'euros à l'actionnaire principal pour financer le PSE. Un actionnaire aujourd'hui aux abonnés absents.